voudrais commencer par dire que la situation en Grèce, c'est au fond pour nous tous une sorte de leçon politique à ciel ouvert. Voilà un pays à très longue histoire, de portée universelle, un pays dont la résistance aux oppressions et occupations successives a une particulière densité historique, un pays où le mouvement communiste, y compris sous sa forme armée, a été très puissant, un pays où aujourd'hui encore, la jeunesse a donné l'exemple de révoltes massives et tenaces, un pays où sans doute les forces réactionnaires sont de longue date très organisées, mais où il y a la ressource courageuse et ample de grands mouvements populaires, un pays où existent certes, on vient de le rappeler, de redoutables organisations fascistes, mais un pays où existent aussi des partis, formations et groupes à la base électorale et militante apparemment solides. Or, tout se passe dans ce pays comme si rien ne pouvait arrêter l'emprise totale du capitalisme déchaîné par sa propre crise. Comme si, sous la direction de comités ad hoc, de troïka et de gouvernements serviles, le pays n'avait aucune autre voie possible que de suivre les ordres sauvagement antipopulaires de la bureaucratie européenne. Alors telle est, à mon sens, la grande leçon du moment qui nous invite non seulement à soutenir de toutes nos forces le courage du peuple grec, mais à méditer avec lui sur ce qu'il faut penser et faire pour que ce courage ne soit pas, de façon désespérante, un courage inutile. Car, après tout, ce qui frappe en Grèce, exemplairement, mais aussi bien partout ailleurs, et notamment en France, c'est l'impuissance avérée des forces progressistes à imposer le moindre recul aux puissances économico-étatiques qui entendent soumettre sans aucune restriction les peuples à la loi nouvelle, quoique aussi bien ancienne ou fondamentale, du capitalisme libéré. Alors, non seulement ces forces progressistes piétinent, sans pouvoir à ce jour se targuer d'un succès, même local, même limité, mais ce sont bien plutôt les forces fascisantes qui grandissent et prétendent diriger, dans le décor en trompe-l'œil d'un nationalisme xénophobe et raciste, une opposition factice aux dictats des administrations européennes. Je voudrais dire que je tiens pour en partie responsable de cette impuissance ce que j'appellerais ici de façon résolument provocatrice l'idéologie démocratique, telle qu'elle domine encore largement les esprits et les groupes, y compris les plus contestataires, en entendant par idéologie démocratique l'idéologie dominante dans nos pays et nos régions, et qui, parce qu'elle est dominante, domine. Alors, l'idéologie démocratique a deux versants symétriques. Un versant étatique et un versant que j'appellerais mouvementiste. Le versant étatique se concentre juridiquement dans le culte de l'état de droit et politiquement dans le culte des élections. Et le versant mouvementiste se concentre en ce qui concerne la pratique dans le culte de l'action immédiate, singulièrement du rassemblement de rue, voire du combat de rue, comme finalité de la conscience politique, et en ce qui concerne l'organisation, dans le culte des collectifs ou associations égalitaires particularisées par leur cible. Collectifs pour les sans-papiers, pour l'égalité des femmes, contre le racisme, pour le droit au logement, pour le soutien au peuple grec, comme ici, contre le réchauffement climatique, pour de nouvelles formes de vie, pour le combat antifasciste, et ainsi de suite. Alors, ce que les deux versants de l'idéologie démocratique
ont en commun, c'est l'idée, à mon sens, tout à fait fausse, selon laquelle c'est l'opinion individuelle, la liberté vivante de chacun, qui est à la racine de l'engagement politique et de ses conséquences. Elles ont ainsi en commun le culte des libertés individuelles, notamment de la liberté d'opinion. Dans le cas de l'État, cette opinion individuelle libre en politique en la forme d'un bulletin écrit que caché dans un isoloir on met dans une boîte. Dans le cas du mouvement, l'opinion prend la forme de l'adhésion forte et sympathique, mais circonstancielle et momentanée, à tel ou tel mot d'ordre, la forme du droit à dire ce qu'on veut dans les assemblées, d'une méfiance envers toute autorité, du mythe de la base contre le sommet, du mépris caché ou explicite de la pensée, des idées et des écrits, au nom du culte du concret et de l'action, et en fin de compte, du refus de toute discipline au long cours. En réalité, l'idéologie démocratique, en tant qu'idéologie des libertés formelles ou réelles, est l'organisation de ce que j'appellerais une inexistence politique. Or, c'est particulièrement clair dans le cas de l'idéologie électorale. La prétendue participation populaire à la décision est aujourd'hui manifestement une fiction, puisque le peuple, par définition, n'a ni les armes, ni l'argent, ni les médias. Sa force ne peut être que son rassemblement discipliné autour d'un but défini, je ne vois pas d'où elle pourrait venir d'ailleurs. Il ne peut compter que sur lui-même, mais ce lui-même, en vérité, n'a pas d'existence individuelle ou individuée. L'atomisation individuelle du bulletin de vote, c'est l'organisation, on le voit tous les jours dans la période contemporaine, c'est l'organisation la plus efficace d'une impuissance radicale du peuple lui-même. On le voit spécialement aujourd'hui, où, en pleine crise, dit-on, des votes répétés dans tous les pays ne font qu'organiser des rotations sous des noms divers entre les différentes factions de l'oligarchie contemporaine et s'avère impuissante à organiser autre chose que ces rotations. Mais je voudrais soutenir qu'il y a aussi, dans le cas de l'idéologie mouvementiste, quelque chose de cet ordre. Alors même, évidemment, que les mouvements, contrairement aux élections, sont nécessaires, sont bénéfiques, et que nous les soutenons. Mais l'existence de vastes mouvements populaires, si elle est un phénomène historique, ne délivre pas par elle-même une vision politique. La raison en est que ce qui cimente un mouvement sur la base des affects individuels est quasiment toujours de caractère négatif. Cela peut aller depuis des négations abstraites, du genre à bas le capitalisme, non au licenciement, ou non à l'austérité, ou à bas la troïka européenne, qui n'ont pas d'autre effet que de souder provisoirement le mouvement, mais dans la faiblesse négative de ces affects, jusqu'à des négations plus spécifiées, parce que leur cible est précise et rassemble des couches différentes de la population, comme Moubarak dégage pendant le printemps arabe, qui peuvent en effet obtenir un résultat historique, mais nullement construire la politique de ce résultat. Comme on le voit parfaitement aujourd'hui en Égypte comme en Tunisie, où des partis religieux réactionnaires, sans vraie relation au mouvement, récoltent la mise des mouvements eux-mêmes. C'est que toute politique se fait au régime de ce qu'elle affirme et propose, et non à celui de ce qu'elle nie ou rejette. Une politique, c'est une conviction active et organisée, une pensée en acte qui indique des possibilités inédites. C'est du reste pourquoi les mots d'ordre de type résistance sont certes propres à rassembler les individus,
mais aussi à faire finalement que ce rassemblement ne soit qu'une forme joyeuse et enthousiaste d'inexistence politique. Alors le péril le plus grave, c'est que s'il s'agit uniquement de résister, et donc de conserver ce que l'on a, on trouvera toujours plus violent que soi dans l'exercice de cette négation. La désignation négative des coupables du changement, alimentée par la nostalgie d'un passé fictif, est la spécialité violente des groupes fascisants eux-mêmes. La crise, nous le savons, leur est bien plus favorable qu'aux progressistes, comme on l'a vu à grande échelle dans les années 30. La démocratie, si on la comprend comme mouvement populaire, éventuellement violent, dénonçant des coupables au nom de la défense des acquis ou de la tradition, cette démocratie-là ne fait certes pas peur aux fascistes. Il faut donc bien que la définition politique de l'émancipation soit différente. Dans tous les cas, à mon sens, se tenir dans l'idéologie démocratique, aussi bien étatique que mouvementiste, crée un déficit politique très difficilement rattrapable. C'est que, pour exister comme politique sur la scène historique contemporaine, il faut d'abord avoir la capacité d'imposer une vision stratégique. Ce qui veut dire un système fort d'axiomes politiques qui commandent un discours unificateur à propos d'une situation déterminée. Ces axiomes doivent être formulés dans un langage clair et aussi univoque que possible, parce que ce sont eux qui font que les acteurs politiques peuvent non pas se rassembler circonstanciellement autour d'un certain nombre d'affects négatifs, mais peuvent partager une vision affirmative de ce qui, quelle que soit la situation, est tactiquement possible. C'est-à-dire se rassembler affirmativement autour d'une possibilité antérieurement inaperçue. Alors, je crois que l'on peut dire que, en Grèce aujourd'hui, mais la situation est la même partout, la Grèce n'est simplement qu'un concentré, un exemple historique frappant, on peut voir que l'idéologie démocratique de résistance aboutit à des gestes tactiques, sympathiques et enthousiasmants quelquefois, mais sans enchaînement stratégique. La stratégie est univoquement de l'autre côté. Ces gestes tactiques, cela peut être un enthousiasme électoral défait par l'impossibilité évidente d'être majoritaire dans un tel mécanisme. Mais ça peut être aussi bien des mobilisations pleines de vigueur, mais défaites également par l'absence d'une affirmation commune, d'une idée partagée du devenir, de la précision quant aux possibles alternatives portées par le mouvement lui-même. L'absence aussi, très importante aujourd'hui à mon avis, d'un langage commun. Comme vous savez, on a beaucoup moqué du temps des vieux communismes effondrés, ce qu'on appelait la langue de bois, les phrases vides et les adjectifs ronflants. Certes, certes. Mais l'existence d'une langue commune est nécessaire à l'existence d'une idée partagée. L'efficacité des mathématiques dans les sciences, les mathématiques qui sont la plus formidable langue de bois jamais inventée, l'efficacité des mathématiques dans les sciences tient précisément à ce qu'elles formalisent l'idée scientifique. La nécessité de pouvoir formaliser rapidement l'analyse d'une situation et les conséquences tactiques de cette analyse en tant que rassemblant ceux qui doivent être rassemblés est tout aussi requise en politique. C'est le signe, la langue commune, d'une vitalité stratégique. Aujourd'hui, une des supériorités de l'idéologie démocratique officielle est précisément qu'elle dispose d'une magnifique langue de bois, parlée dans tous les médias et par tous les gouvernements de l'Ouest sans exception.
Qui peut croire aujourd'hui, sinon au regard de la puissance des idéologies dominantes, que des mots comme démocratie, liberté, économie de marché, droits de l'homme, équilibre budgétaire, effort national, peuple français, compétitivité, réforme, et ainsi de suite, soit autre chose qu'une omniprésente langue de bois? Quelle est la signification véritable de l'ensemble de ces vocables, sinon précisément de recouvrir d'un épais voile de fumée le réel des manœuvres stratégiques en cours? En réalité, c'est nous, aujourd'hui, militants de la résistance ou de l'émancipation, qui sommes en réalité légèrement aphasiques. Et ce n'est pas la langue de la démocratie de l'État ou de la démocratie mouvementiste qui nous sauvera. À bas ceci ou cela, tous ensemble nous gagnerons, dégage, résistance, on a raison de se révolter. Tout ça, et c'est déjà quelque chose, peut rassembler un moment les affects collectifs. Tout cela est tactiquement très utile, mais laisse entièrement en suspens la question d'une stratégie lisible. C'est une langue trop pauvre pour parler en situation de l'avenir des actions émancipatrices. Il faut bien dire que ce n'est pas dans la contagion d'un affect négatif de résistance qu'on peut trouver aujourd'hui de quoi imposer un recul sérieux aux forces réactionnaires qui visent aujourd'hui à désintégrer toute pensée et toute action qui ne leur est pas homogène. C'est dans l'inévitable partage discipliné d'une idée commune et l'usage peu à peu, partout répandu, d'une langue homogène. D'où résulte que la situation est elle-même éclaircie et que ce qu'il est possible de faire pour la transformer est lisible pour tous. L'impérialisme, aujourd'hui, ne prend pas la forme de l'occupation coloniale systématique et prolongée. Il prend la forme, à l'aide de la corruption généralisée et d'interventions militaires ponctuelles, de la destruction des États qui ne lui conviennent pas et de la désagrégation des pays qu'il entend piller. C'est ce que j'ai proposé d'appeler le zonage, en écho aux zones franches, qui sont livrées aux capitalistes hors de tout contrôle étatique ou politique. Cette politique de zonage s'applique progressivement aux pays affaiblis, comme la Grèce, même situés, on le voit, en Europe, et même à certaines zones internes aux grands pays impérialistes eux-mêmes, zones où le peuple est en fait laissé à l'abandon, l'objet d'incursions policières périodiques et souvent livré à l'action du banditisme, dont on sait qu'elle-même se recycle dans les grands courants financiers internationaux. Contre cette forme dégénérée de domination par la décomposition, le morcellement, l'impuissance généralisée et la crise érigée en système, je suis bien d'accord, l'idéologie démocratique est et demeurera impuissante, quel que soit le courage de ses actions et la conviction de ses militants. Je lisais récemment l'article d'un opposant russe à Poutine, un opposant démocrate. Il vantait, comme toute la presse, l'apparition en Russie et en Chine d'une classe moyenne, qu'il déclarait porteuse par elle-même d'idéologie démocratique. Pour revenir à la Grèce ancienne, il était aristotélicien, je ne sais pas s'il le savait. C'est Aristote qui est le premier à proposer cette alliance organique de l'idée démocratique et de la classe moyenne. Cet opposant vantait l'idéologie démocratique exactement sous les deux aspects dont j'ai parlé. La classe moyenne, disait-il, aspire à des élections véritables, non truquées, sincères, donc à la démocratie d'État, mais elle est aussi capable, c'est la tente mouvementiste, de manifester courageusement dans la rue et de s'opposer à la police de Poutine. Elle est donc démocratique sous les deux faces. Mais qu'est-ce que c'est que cette classe moyenne?
démocrate par nature. Notre opposant russe l'a défini dans le même texte de façon aussi cocasse que véridique, à mon sens, car de cette classe moyenne démocratique, il dit, je le cite, « Elle consomme et elle est connectée ». Le consommateur acharné, casqué d'informatique, tel est le démocrate qui affronte Poutine. Alors, il y a beaucoup de vérité dans cet énoncé naïf. Nous reconnaissons là, bien évidemment, le support massif, le support de classe, partout dans le monde, et singulièrement dans le monde occidental, de l'État dit démocratique, de l'État de droit, de l'État dont les fameuses valeurs occidentales commandent son droit à intervenir militairement partout où il y a de juteuses matières premières. De ce genre d'État, cependant, nous voyons jour après jour qu'il est, de façon proprement stupéfiante, rien d'autre que le fondé de pouvoir du capital. Alors ne nous y trompons pas. Au-delà du despotisme archaïque de Poutine, notre opposant russe aspire visiblement de tout son être à un tel État. Il désire que le capitalisme lui propose une autorité moins despotique, plus consensuelle et une corruption mieux réglée, dont il pourra participer sans même avoir à s'en rendre compte, ce qui est la vraie définition de la classe moyenne. Nous ne devons encourager nulle part, ce serait la maxime que je propose, nous ne devons encourager nulle part sous prétexte de démocratie, c'est-à-dire sous l'autorité de l'idéologie démocratique, cette tendance de type classe moyenne, laquelle ne désire, dans les pays dominés ou pillés par des cliques corrompus, ou dans les pays affaiblis par la crise, que de devenir ce que nous, ici, privilégiés provisoirement protégés, nous sommes déjà, et dont nous connaissons, après tout, et c'est ce que nous devons faire connaître, l'infamie, plus secrète, mais plus moderne, plus essentielle. Alors pour être ferme sur ce point, l'obligation est de ne pas composer avec les différentes formes de l'idéologie démocratique. C'est à cette fin que j'ai proposé de réintroduire, de redéfinir, de réorganiser, de discuter tout ce qui a dépendu et dépend du mot communisme. C'est uniquement pour ponctuer de façon résolue la nécessité d'une sortie de la consensualité démocratique. Il est aussi très probablement requis de penser aux moyens de créer des formes organisées qui soient directement situées au niveau international. J'ai des réserves, soit dit en passant, sur le privilège accordé dans ce cadre au niveau européen. C'est le niveau international et mondialisé qui, en dernier ressort, importe. En tout cas, il est certain que le niveau national est aujourd'hui très insuffisant pour lutter contre le zonage impérialiste moderne. Mais ce projet, c'était, en un certain sens purement formel, naturellement, exactement le programme de Marx. Marx, vous le savez, travaillait à la lumière du grand mouvement démocratique et ouvrier de 1848-49, c'est-à-dire aussi à la lumière, si l'on peut dire, de la totale impuissance de ce mouvement, qui a partout échoué. C'est à la lumière de cette impuissance qu'il a fondé une première internationale communiste. Alors le courage du peuple grec et l'inexistence démocratique auquel, avec nous, ce courage est confronté, nous convoquent universellement à une tâche du même ordre. Il faut inventer, disposer et produire. Et quels que soient les mots utilisés par les uns et par les autres, de nombreuses réunions dans le monde parviendront à y concourir. Et, après tout, rien n'interdit de penser cette réunion et les discussions d'aujourd'hui comme un moment inconscient, parmi bien d'autres, de cette tâche. Merci.